Laurence Ndong, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseillère spéciale du candidat de l'opposition Albert Ondo-Ossa, déclaré selon les résultats officiels perdant à la présidentielle face à Ali Bongo. Ali Bongo qui est en résidence surveillée actuellement, mais c'est le général Brice Oligui Nguema qui est le président de la transition par les putschistes et non votre candidat. Comment réagissez-vous à cette situation ? Alors, c'est une situation exceptionnelle. On n'est pas dû penser que lorsque les militaires font un coup d'État, c'est pour prendre le pouvoir. Et le nom du comité est clair. C'est un comité pour la transition et la restauration des institutions. D'après ce que j'ai pu comprendre de la journée, c'est que les militaires qui ont pris le pouvoir et déposé le régime Bongo vont du principe que l'élection a été entachée d'énormément d'irrégularités. Nous nous sommes retrouvés avec une élection dont le code, dont les règles ont été modifiées alors même que le processus électoral était entamé. Et nous nous sommes retrouvés avec des incongruités, par exemple, et des violations de droits. Parce que d'après le mode électoral, le mode de scrutin qu'ils ont mis en place, les Gabonais avaient le choix entre le président de la République et le député. On ne pouvait pas choisir en même temps le président de la République et choisir le député. Est-ce que là, du coup, vous avez le sentiment que votre victoire a été volée par les putschistes ? Ce ne sont pas les putschistes qui ont volé la victoire, c'est Ali Bongo Ondimba qui a volé la victoire. Et ce qui aurait dû se passer, ce qui aurait pu se passer aujourd'hui, c'est malheureusement ce qu'on avait déjà vécu en 2009 et pire encore en 2016. Ça veut dire que l'élection qui a été placée sous un blackout total, pas d'observateurs étrangers, pas de journalistes étrangers, couvre-feu, fermeture des frontières, coupure d'Internet, n'augurait rien de bon. Et une fois encore, les Gabonais s'étaient mobilisés comme jamais pour battre ce régime dans les urnes parce qu'ils vont du principe que chaque occasion qui leur est offerte pour exprimer leur rejet, ils devaient le faire. Et voir encore cette victoire volée aujourd'hui, c'était vraiment insoutenable. Et donc, les populations seraient forcément sorties dans la rue. Et c'est la même armée qu'on aurait envoyée pour tirer sur les manifestants, comme ça a souvent été le cas. Donc vous faites confiance aux putschistes? Ce n'est pas une question de faire confiance, c'est une question d'analyse de la situation. On ne peut pas faire confiance à des gens qu'on ne connaît pas. Et comme on ne peut pas aussi dire qu'on ne leur fait pas confiance. Donc on est plutôt en mode, on observe et on les pousse à tenir parole. Ils ont dit qu'ils posaient cet acte pour le bien du peuple et nous attendons donc, nous comptons sur eux pour tenir parole et restituer la dignité et la souveraineté du peuple. Francis Pantité, l'armée avait toujours permis au camp présidentiel de conserver le pouvoir jusqu'à présent. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci ? D'abord, ça prouve que l'Afrique, le Gabon, ça change. C'est assez intéressant parce que il y a 7 ans, on n'aurait pas pensé ça parce qu'on s'est trouvé dans la même configuration en 2016. Oui. Et donc l'armée est restée loyale au camp d'Ali Bongo. Les choses changent. Aujourd'hui, je pense que trop c'est trop. Les militaires sont intervenus peut-être aussi pour préempter, pour éviter et la violence et qui aurait dont aurait pâti la population. En 2016. Voilà, c'est ça. Donc c'est peut-être parce qu'ils se sont rendus compte, c'est des gens du système, comme tous ces militaires, tous ces officiers qu'on a vus, ils savent qu'il y a eu des fraudes électorales et qu'on a inversé les résultats encore une fois. Et je crois que c'est pour éviter qu'il y ait beaucoup de violence qu'ils ont fait ce coup. Ça a été l'accélérateur en tout cas. Avec à sa tête donc Brice Oligui Nguema, c'est l'homme qui a donc renversé 56 ans de règne de la famille Bongo. Qui est-il vraiment? On voit cela avec Grégory Fontana. Ce jour-là, le général Brice Clotaire Oligui Nguema réceptionne 4 blindés légers pour son unité d'élite, la toute-puissante garde républicaine qui n'a de compte à rendre qu'à son président, Ali Bongo. Une garde prétorienne qu'il a réformée en 3 ans de fond en comble, renforçant ses effectifs, la dotant d'équipements de pointe, toujours avec pour mission principale d'assurer la sécurité du chef de l'État. En ce 22 juillet, le Gabon est à 1 mois de l'élection présidentielle que l'on annonce tendue. Ces blindés sont réputés pour leur efficacité en cas d'insurrection. Cette nouvelle acquisition vient donc indubitablement augmenter la capacité du centre de gravité opérationnel de la garde républicaine. Brice Clotaire Oligui Nguema a su gravir tous les échelons pour finalement devenir la clé de voûte de l'appareil sécuritaire du Gabon. Lui-même fils de général, il devient très vite l'un des aides de camp d'Omar Bongo, et ce jusqu'à sa mort en 2009. Il est ensuite nommé attaché militaire à l'ambassade du Gabon, au Maroc, puis au Sénégal. Le Maroc, pays où il a été formé
à l'Académie militaire de Meknes. Une parenthèse de près de 10 ans qu'il disait vivre comme un véritable exil. C'est finalement en 2018 qu'il sera rappelé au Gabon par Ali Bongo, d'abord à la tête du service de renseignement de la garde républicaine, avant d'en devenir le grand patron. Mais le militaire est aussi un homme d'affaires que l'on dirige à millions, disposant de plusieurs propriétés, notamment aux États-Unis. Ses détracteurs l'accusent également d'être impliqué dans des affaires de détournement de fonds. Lorsqu'il est arrivé à la tête de la garde républicaine, il en a même composé le chant de l'une des unités d'élite, dont les paroles disaient « Je défendrai mon président avec honneur et fidélité ». Alors ce qu'on apprend, c'est que Brice Oligui Nguema était l'aide de camp de feu Omar Bongo Ondimba, le père d'Ali Bongo, chef de la garde d'Ali Bongo, et il serait même membre de la famille. Donc on reste en famille finalement ? Il ne faut pas toujours vouloir amener ça à une question de famille. C'est vrai que le Gabon a été l'otage de la famille Bongo et d'un clan, mais il ne faut pas qu'on ramène cela à cela, parce que Oligui Nguema n'est pas seul. Nous avons vu ici, pour la première fois, ce qui est différent des autres coups d'État qu'on a vus ailleurs, que ce n'est pas un corps d'armée qui a fait le coup d'État, c'est quasiment tous les corps d'armée, et là ce ne sont pas des sous-officiers ou de simples officiers, ce sont des officiers supérieurs de tous les corps d'armée, donc quasiment tous les chefs d'état-major. Au début, le premier communiqué, on avait l'armée de terre, la gendarmerie et la garde républicaine. Apparemment, dans la journée, on en a vu d'autres se rajouter. Donc, c'est une affaire de collectif, et Oligui Nguema a été désigné à l'unanimité par tous les autres généraux. Ils savent très bien que le reproche que les Gabonais font à la famille Bongo, c'est d'avoir eu une direction clanique du pays, une gestion clanique du pays avec une oligarchie plus ou moins familiale et des affidés qui se sont enrichis de manière insolente alors que le reste de la population croupit dans la misère. Justement, on va revenir sur cette dynastie Bongo, Omar Bongo, qui avait, je le rappelle, dirigé le Gabon pendant 41 ans. Son fils Ali Bongo est au pouvoir depuis 14 ans. On voit cela avec Golnouch Barzégar. 16 juin 2009, le Gabon rend hommage à son président Omar Bongo, décédé à l'âge de 73 ans. Des funérailles en présence de chefs d'État et de la famille. Le clan Bongo au complet est aux premières loges. Fils, filles, neveux, cousins, gendres, dont beaucoup ont des postes clés dans l'appareil de l'État. Un État construit par Omar Bongo au fil de ses 41 ans au pouvoir. C'est en 1967, au terme d'un autre décès, que le destin du Gabon se joue. Léon Mba, le premier président du pays, vient de mourir. Albert Bernard Bongo, alors vice-président du Gabon, a 32 ans à peine. Propulsé à la tête du pays, il devient le plus jeune chef d'État du continent. À peine installé au pouvoir, il instaure le régime du parti unique, ce qui garantit sa réélection dans les années 70 et 80 avec près de 99% des voix. Ni le multipartisme introduit en 1990, ni ses victoires électorales contestées par la suite ne réussissent à déstabiliser son pouvoir. Je ne permettrai à personne d'entraver la bonne marche de cette campagne. Son credo, paix, unité, stabilité et progrès, grâce au gisement d'or noir découvert dans les années 70. La manne pétrolière lui ouvre les portes des démocraties occidentales. Le président, devenu El Hadj Omar Bongo après sa conversion à l'islam, développe alors un certain goût pour les Rolls-Royce et les vacances de luxe dans les stations de ski huppées de France. La France, qui fait de lui l'un des relais privilégiés de la France-Afrique. Tout au long de la Ve République, Omar Bongo restera proche de l'Élysée, un allié infaillible, symbole des liens ambigus entre Paris et ses ex-colonies. Je suis gabonais, alors parlez-moi des choses de Gabon. Vous me parlez de la France, la France, la France, la France. Et la France vous fait tellement peur? Lui n'en a guère peur, au contraire. Lorsqu'Omar Bongo s'éteint en 2009, il est le doyen des chefs d'État africains, puissant et richissime. Jusqu'à sa mort, sa succession est restée un sujet tabou. Mais en coulisses, son fils Ali a patiemment attendu son heure après 25 ans passés dans les arcanes du pouvoir. Représentant du chef de l'État, ministre des Affaires étrangères, puis ministre de la Défense, un portefeuille décisif en cas de vacance de la présidence. Le 8 juin, au décès de son père, il ferme les frontières du pays de son propre chef. J'appelle au calme, à la sérénité des cœurs et au recueillement. L'homme aurait pu être artiste comme sa mère, mais il a préféré la voix du père. Candidat du parti au pouvoir, il remporte la présidentielle de 2009, mais ne fait pas l'unanimité. Les Gabonaises et les Gabonaises ont l'impression de vivre une monarchie avec l'élection d'Ali Bongo Ondimba. Et surtout que nous savons que le système politique gabonais a été un système très familial.
Le clan Bongo, sa fortune réputée colossale, voitures de sport et résidences secondaires font la une de la presse internationale et l'objet d'enquêtes sur les biens mal acquis. Qu'importe, Ali Bongo se représente en 2016, un scrutin qui se termine dans le sang et la répression. Mais le nouvel homme fort du Gabon garde les rênes du pouvoir. Rien ne l'en écarte, ni un grave AVC en 2018, ni une tentative de coup d'État en 2019. 14 ans de pouvoir, jusqu'à sa candidature à un 3e mandat cette année. J'accepte de relever les défis. J'accepte d'aller au combat. J'accepte de mener la bataille. Mais cette fois, les résultats à peine proclamés, le Gabon est le théâtre d'une tentative de coup d'État. Francis Patindé, ça donne à réfléchir à l'avenir des pays voisins qui ont un contexte assez similaire, avec un président en place depuis des décennies. Je pense à Paul Biya au Cameroun, à Denis Sassou Nguesso au Congo, par exemple. Absolument, parce que le président Biya, par exemple, qui a 90 ans et qui est au pouvoir depuis 1982. Et si on compte qu'il a été dans les allées du pouvoir, qu'il a été Premier ministre, c'est quasiment depuis 1962 qu'il est dans les allées du pouvoir. Donc je trouve cette situation, et il y a une succession qu'on sent en ce moment, beaucoup de fébrilité au palais d'Etoudi, le palais présidentiel à Yaoundé. On lui prédit, on parle de son fils, et son épouse a aussi ses favoris. Donc il y a des similarités parce qu'il y a une volonté dans beaucoup de pays africains d'installer des dynasties républicaines à la tête de l'État. Et ce fut le cas pour le Gabon. Et le coup d'État de ce matin a mis en haut là à cette forme de pouvoir, cette forme dynastique. Il y a quand même une différence avec les précédents coups d'État au Niger, au Burkina, non, ça au Mali. n'a rien à voir. Le coup d'État au Gabon a son propre ADN, a ses propres causes, et qui sont sociales, qui sont des disparités économiques dont parlait ma consoeur tout à l'heure. Donc voilà, c'est un coup d'État qui n'a rien à voir. Il n'y a pas de généalogie, il n'y a pas de genèse avec ce qui se passe au Sahel. Laurence Nong, qu'est-ce que vous attendez désormais des militaires qui semblent bien avoir pris le pouvoir à l'heure actuelle? On attend que les militaires fassent ce qu'ils ont dit. Ils ont pris le pouvoir parce que le pays allait mal. On est fondamentalement contre les coups d'État, mais il faut pouvoir aussi analyser les contextes. Parce que ce coup d'État arrive dans un contexte où l'espace civique est confisqué, où les Gabonais ont l'impression que d'élection en élection, c'est le même film qui se répète, avec des pertes en vies humaines et la situation du pays qui se dégrade. Donc, le rôle de l'armée, d'une armée, est de prendre sa responsabilité lorsque la nation est menacée. Or, depuis des années, le Gabon est menacé. Le Gabon est dévalué, le Gabon est humilié, les populations vont de plus en plus mal. Donc ça, étant dit, ils ont dit qu'ils venaient parce que la gouvernance était calamiteuse, ils ont dit que le pays n'allait pas du tout bien. Donc on attend qu'ils remettent le pays sur les voies d'un fonctionnement normal, qu'ils rétablissent, qu'ils restaurent les institutions comme ils l'ont dit, parce que vraiment les institutions au Gabon étaient confisquées. Avec une cour constitutionnelle dirigée par la belle-mère d'Ali Bongo depuis 33 ans, avec la famille était partout. Donc qu'ils restaurent les institutions et s'ils veulent faire une transition, qu'elle soit la plus inclusive possible, qu'elle ne soit cela avec toutes les beaucoup forces de la nation soient d'attention. représentées. Laurence, donc merci. Je rappelle que vous êtes conseillère spéciale du candidat de l'opposition Albert Ondo Ossa. Merci à vous également. Merci.